dans le firmament de la chanson française, où les mélodies se mêlent aux souvenirs d'époques révolues, Sheila brille comme une étoile dont la lumière, bien que douce aujourd'hui, continue d'éclairer les cœurs. Née Annie Chancel. Le 16 août 1945 dans la banlieue ouvrière de Créteil, cette icône des yéyés a traversé 6 décennies de succès, de tragédies personnelles et de réinvention. En 2025, à l'âge de 80 ans, installée dans une élégante maison de campagne près de Paris, elle a brisé un silence de 9 ans depuis la mort de son second mari, Lionel Leroy, pour révéler une nouvelle inattendue. L'amour a de nouveau frappé à sa porte. J'ai cru que mon cœur s'était fermé après Lionel, mais la vie m'a surprise, a-t-elle confié dans une interview intimiste, son regard pétillant trahissant une vitalité qui défie les années. Cette confession, murmurée sous les chênes de son jardin, n'est pas seulement l'écho d'une romance tardive. Elle incarne la résilience d'une femme qui, après des décennies sous les projecteurs, redécouvre la tendresse dans le crépuscule de sa vie. À travers 7 chapitres, cette chronique retrace son parcours, des rues modestes de Créteil, aux scènes vibrantes des années 60, jusqu'à cette révélation qui redéfinit son histoire. Commençons par les origines, où une jeune fille timide a transformé sa voix en un cri qui a conquis la France. Créteil, dans les années 40, était une mosaïque de pavillons ouvriers et de marchés bruyants, où l'après-guerre dessinait un quotidien fait de rationnement et d'espoir fragile. C'est dans ce décor qu'Annie Chancel, future Sheila, voit le jour le 16 août 1945, fille unique d'un employé de banque et d'une mère au foyer passionnée de musique classique. La maison familiale, un modeste 2 pièces, résonnait des airs de Tino Rossi diffusés par un vieux phonographe, seul luxe d'un foyer où chaque franc était compté. Ma mère chantait en faisant la vaisselle, c'était ma première leçon de musique, se souvenait Sheila, dans une autobiographie publiée des années plus tard, sa voix teintée de nostalgie pour ces instants où l'enfance rimait avec simplicité. Dès l'âge de 8 ans, elle se produisait dans les fêtes de quartier, interprétant des chansons populaires avec une assurance qui contrastait avec sa timidité naturelle. L'adolescence d'Annie fut marquée par un mélange de discipline et de rêve. Inscrite dans une école catholique stricte, elle passait ses journées entre les leçons de catéchisme et les répétitions de chorale, où sa voix claire attirait l'attention des religieuses. Mais c'est dans les bals locaux, où les jeunes dansaient sur les rythmes naissants du rock'n'roll, qu'elle découvrit sa vocation. À 15 ans, elle se produisait déjà dans des cafés de Créteil, accompagnée d'un guitariste amateur, reprenant des titres d'Edith Piaf et de Johnny Hallyday. Chanter, c'était comme ouvrir une fenêtre dans un monde fermé, confiait-elle dans une interview des années 70, soulignant comment ses premières scènes étaient une évasion d'un quotidien où les attentes pesaient lourd. La France des années 50, encore marquée par la reconstruction, offrait peu d'opportunités aux jeunes filles de la classe ouvrière. Mais Annie, encouragée par un père qui voyait en elle un talent brut, s'inscrivait à des concours locaux, remportant des médailles dans des foires de banlieue. Le tournant arriva en 1960, lorsqu'un producteur local, Claude Morgan, repéra la jeune fille lors d'un gala à Val-de-Marne. Impressionné par sa présence scénique, il lui proposa d'enregistrer une maquette sous le pseudonyme de Sheila, un nom choisi pour son allure moderne et internationale. Le single « L'école est finie », sorti en 1962, fut un raz-de-marée.
plus de 700 000 exemplaires vendus, propulsant la lycéenne de Créteil au rang de vedette des yéyés. Ce succès soudain, bien que grisant, bouleversa son monde. Les tournées Le National l'éloignaient de sa famille, et les lettres d'admirateurs inondaient la boîte aux lettres familiale, transformant le pavillon en un sanctuaire de la célébrité naissante. En analysant cette période, on discerne les fondations de la résilience de Sheila, une voix qui transcende les origines modestes, portée par une ambition qui refusait les limites imposées par son milieu. Créteil, avec ses rues grises et ses rêves colorés, n'était pas seulement un lieu de naissance, c'était le tremplin d'une étoile en devenir. Les années 60 furent une explosion de couleurs et de sons en France, où la vague yéyé redéfinissait la culture populaire, portée par des idoles juvéniles qui incarnaient l'insouciance d'une jeunesse libérée. Sheila, à peine sortie de l'adolescence, devint l'une des figures de proue de ce mouvement. Ses chansons légères mais addictives, capturant l'esprit d'une époque. Après le triomphe de « L'école est finie », elle enchaîna les succès « Vous les copains » en 1963 et « Le sifflet des copains » en 1964 dominaient les hit-parades, rivalisant avec Sylvie Vartan et Françoise Hardy. C'était comme vivre dans un tourbillon. Chaque jour, une nouvelle ville, une nouvelle foule, racontait-elle dans une émission radiophonique, décrivant l'effervescence des tournées où des milliers de fans scandaient son nom dans des salles combles de l'Olympia à Marseille. Sous la houlette de Claude Carrère, son manager et mentor, Sheila développa une image soigneusement orchestrée. Une jeune fille sage, aux robes à pois, dont la voix claire et les textes innocents séduisaient parents et adolescents. Pourtant, derrière la façade, la pression était écrasante. Les enregistrements nocturnes à Paris, suivis de réveils à l'aube pour des émissions télévisées comme « Salut les copains », laissaient peu de place à une vie personnelle. En 1965, à 20 ans, elle acheta un appartement dans le 16e arrondissement, un luxe qui contrastait avec ses origines, mais qui servait aussi de refuge contre les regards inquisiteurs. La gloire, c'est une amante exigeante. Elle donne tout mais prend autant, confiait-elle à un proche, révélant une maturité précoce face aux exigences du star system. Son mariage en 1973 avec Ringo, un chanteur yéyé au charme ténébreux, fut un événement médiatique, mais aussi un ancrage émotionnel. Ensemble, ils formèrent un duo glamour, apparaissant dans des émissions comme Top A, où leur complicité attirait les caméras. Leur fils Ludovic, né en 1975, ajouta une nouvelle dimension à la vie de Sheila, mais les tournées incessantes et les ambitions divergentes fissurèrent leur union. Le divorce en 1979, bien que discret, alimenta les tabloïds, qui spéculaient sur des rivalités professionnelles. Nous étions deux étoiles dans le même ciel. Parfois, on s'éclipsait mutuellement, réfléchissait-elle dans un livre ultérieur, un aveu qui humanisait l'image de l'idole intouchable. En parallèle, sa carrière s'élargissait. Des tournées au Japon et au Canada, où Spacer, en 1979, une incursion disco produite par Chic, conquit les pistes de danse internationales, prouvant sa capacité à évoluer avec les tendances. L'analyse de cette période met en lumière une dualité. Sheila était à la fois la fille accessible des yéyés et une artiste en quête d'authenticité, naviguant entre les attentes du public et ses propres aspirations. Les années 60 l'avaient propulsée, les années 70 la forçaient à se réinventer,
posant les bases d'une longévité rare dans un milieu où les étoiles s'éteignent vite. Son mariage avec Ringo, bien que brisé, et la naissance de Ludovic marquaient un tournant. La femme derrière la chanteuse cherchait un équilibre que la célébrité compliquait sans cesse. Les années 80 marquèrent une transition complexe pour Sheila, où la vague yéyé s'estompait face à l'essor du New Wave et de la pop synthétique, défiant les artistes établis à se réinventer ou à s'effacer. À 35 ans, Sheila choisit la première option, explorant des sonorités plus audacieuses avec des albums comme Little Darling en 1981, produit à Los Angeles avec des influences anglo-saxonnes. Le titre éponyme, un hymne pop-rock, grimpa dans les charts européens, montrant une Sheila audacieuse, avec des clips où elle troquait ses robes sages pour des tenues en cuir. J'ai voulu prouver que je pouvais encore surprendre même moi-même, déclarait-elle dans une interview à Paris Match, son sourire trahissant une détermination à ne pas être reléguée au passé. Ses efforts payèrent. Des tournées en Allemagne et en Italie consolidèrent sa base de fans internationaux, tandis que des duos avec des artistes comme Gilbert Montagné renforçaient sa présence en France. Pourtant, cette décennie fut aussi marquée par des épreuves personnelles. La garde de Ludovic, confiée principalement à Sheila après le divorce, devint une source de tension avec Ringo, qui poursuivait sa propre carrière. Les tabloïds, avides de drames, amplifiaient les rumeurs de conflits, mais Sheila protégeait farouchement sa vie privée. Être mère sous les projecteurs, c'est jongler avec des torches allumées, confiait-elle à une amie proche, illustrant les défis d'élever un enfant dans l'œil du cyclone médiatique. En 1985, un accident de voiture mineur à Paris, où elle échappa de justesse à une collision, fut un réveil brutal. Elle réduisit ses engagements pour se recentrer sur Ludovic, alors préadolescent, et sur des projets plus sélectifs, comme des comédies musicales à l'Olympia. L'arrivée de Lionel Leroy dans sa vie en 2000 apporta une stabilité nouvelle. Cet homme d'affaires discret, rencontré lors d'un gala de charité à Monaco, offrait un contraste apaisant avec l'agitation de la scène. Leur mariage en 2006, célébré dans une petite église provençale, fut un moment de sérénité, loin des flashs des paparazzis. Avec Lionel, j'ai appris que l'amour peut être calme, comme une rivière qui coule sans bruit, écrivait-elle dans un journal intime, publié post-mortem par sa famille. Lionel, de 10 ans, son aîné, devint son confident et son manager officieux, organisant des tournées moins éprouvantes et des collaborations avec de jeunes artistes comme Étienne Dao. Leur vie commune à Louveciennes, dans une maison entourée de rosiers, était un havre où Sheila composait des chansons introspectives, bien que moins fréquentes. La mort soudaine de Lionel en 2016, d'une crise cardiaque à 80 ans, plongea Sheila dans un deuil profond. Elle se retira des scènes pendant 2 ans, ne faisant que de rares apparitions dans des émissions hommages. Perdre Lionel, c'était perdre une partie de ma mélodie, confiait-elle en 2018, lors d'un concert de retour à Paris. Cette période de silence, marquée par des séjours prolongés dans sa maison de campagne, fut aussi un temps de réflexion où elle rédigea des mémoires inédits et retrouva un lien étroit avec Ludovic, devenu musicien. En analyse, ce chapitre montre une Sheila en quête d'équilibre. Entre la scène qui la définissait et l'amour qui la recentrait, elle forgeait une résilience qui préparerait le terrain pour une nouvelle page de sa vie. Les années 90 marquèrent une période de réinvention pour Sheila, alors qu'elle naviguait dans un paysage musical bouleversé par l'émergence du grunge,
de la techno et des boys bands. À l'approche de la cinquantaine, elle refusa de se laisser enfermer dans la nostalgie des yéyés, optant pour une approche audacieuse qui mêlait pop contemporaine et influence méditerranéenne. Son album « Je suis venu te dire » en 1991, enregistré à Londres avec des producteurs britanniques, surpris par son audace, des arrangements électroniques et des textes introspectifs explorant des thèmes de liberté et de réconciliation personnelle. À 45 ans, j'ai voulu chanter ce que je ressentais, pas ce qu'on attendait de moi, confiait-elle dans une interview à Télérama, son ton résolu contrastant avec l'image juvénile qu'il avait définie. Le single éponyme, un hommage voilé à ses racines ouvrières, grimpa dans les charts français, prouvant que sa voix, désormais plus grave, pouvait encore captiver. Cette décennie fut aussi celle de la scène internationale. En 1993, une tournée en Amérique latine, notamment au Mexique et en Argentine, capitalisa sur la popularité croissante des artistes francophones dans ces régions. À Buenos Aires, son concert au Teatro Colón, où elle interpréta des versions espagnoles de ses classiques comme Bang Bang, attira des foules multigénérationnelles. Chanter en espagnol, c'était comme redécouvrir ma voix dans une autre langue, expliquait-elle lors d'une conférence de presse, soulignant comment ses expériences élargissaient son horizon artistique. Ses tournées, bien que triomphales, étaient physiquement exigeantes, des vols transatlantiques à répétition et des performances sous des climats humides laissaient des traces, avec des épisodes de fatigue qu'elle attribuait à l'âge mais qu'elle surmontait par une discipline rigoureuse, incluant yoga et régime strict. Sur le plan personnel, les années 90 furent marquées par une relation apaisée avec son fils Ludovic, alors dans la vingtaine et aspirant musicien. Sheila l'intégra dans ses projets, l'invitant à composer des arrangements pour son album « 10 à l'amour » en 1995, une collaboration qui renforça leur lien. Travailler avec mon fils, c'était comme lui transmettre une partie de mon histoire, déclarait-elle dans une émission radiophonique, son émotion palpable. Cependant, la pression de rester pertinente dans une industrie dominée par des artistes plus jeunes pesait lourd. Les critiques, parfois acerbes, reprochaient à ses albums une production trop lisse, mais elle répondait par des concerts intimistes dans des salles parisiennes comme le Bataclan, où sa présence scénique, un mélange de charisme et de vulnérabilité, désarmait les sceptiques. En 1998, un hommage télévisé à l'Olympia, où elle partagea la scène avec des figures comme Charles Aznavour, valida sa longévité. Sheila, l'Éternelle, titrait un journal capturant son statut d'icône durable. Icône durable. Icône durable.